Bienvenue à télécharger, je suis votre hôte Dave Richardson et c'est l'heure du rapport sur l'emploi du vendredi avec l'économiste le plus travailleur du Canada, Éric Lasselle, économiste en chef chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Éric, il faut que je l'avoue, nous avons un peu de retard, nous devions faire cette émission vendredi matin, mais j'étais en vacances. Bon, je sais que vous avez un peu de mépris pour les vacances. Vous travaillez toujours très fort. Pour dire vrai, Eric me paraît un peu agité aujourd'hui. C'est de ma faute, pas celle de nos chers auditeurs. Lui voulait faire cela vendredi et c'est moi qui l'en ai empêché. Je m'excuse à l'avance, Eric. Je voudrais que vous retrouviez votre calme avant de commencer. Alors, comment allez-vous? Je suis en colère. Non, sans blague. Oui, je vais très bien, merci Dave. Les journées sont chargées, je passe mon temps à courir dans tous les sens, mais ça va bien. J'ai l'impression qu'on commence enfin à comprendre, au moins à moitié, ce qui se passe, et c'est agréable. Au moins à moitié. C'est probablement plus que la plupart des gens, et nous continuons à vivre une période vraiment intéressante. Remarquez que ce sont deux banquiers passionnés d'économie qui prétendent que l'économie et les marchés sont intéressants. Mais je vous dirais aussi que la plupart de nos auditeurs doivent trouver cela intéressant car ils nous écoutent en tout cas. C'est donc une bonne chose. Alors, pourquoi ne pas commencer par les rapports sur l'emploi qui continuent de nager dans une certaine incertitude, qui ont été un peu plus faibles que prévu, même si peut-être les chiffres ne sont pas les bons puisque les personnes qui les comptabilisent ont, paraît-il, été licenciées. Bref, il y a aussi tout ce qui tourne autour des chiffres, et puis il y a les chiffres au Canada aussi, non? Oui, nous les avons eus, ils étaient également faibles. Alors, à quoi ressemblent les chiffres américains et canadiens de ce vendredi? Disons qu'ils sont assez modérés des deux côtés. Un peu de contexte s'impose, j'y reviendrai dans un instant, mais commençons par les gros titres. Donc, les emplois aux États-Unis, les données pour août, bien sûr, elles sont publiées en septembre, mais seulement 22 000 nouveaux emplois aux États-Unis. C'est un chiffre assez faible. Le consensus était de 75 000, et si on remonte 1 ou 2 ans en arrière, on aurait dit que la normale était 150 000 ou quelque chose comme ça. Donc 22 000, ce n'est pas beaucoup, c'est la principale conclusion. L'autre grande conclusion, même si cela n'a plus beaucoup de sens maintenant, plusieurs mois plus tard, c'est qu'avec les révisions pour les 2 mois précédents, les chiffres de juin sont passés de positif à négatif, une perte nette de 13 000 emplois en juin. Pour ce que cela vaut, il s'agit du premier mois négatif depuis décembre 2020. Ce n'est pas la norme et c'est donc assez désagréable sur ce plan aussi. Les chiffres de l'emploi attirent toujours beaucoup d'attention, c'est vrai. Ce n'est pas pour rien qu'on en fait l'objet d'une émission à chaque mois. Ils ont beaucoup d'importance, mais ils ont suscité un intérêt peut-être démesuré. Vous y avez fait allusion, il y a un mois, les chiffres étaient également assez faibles, avec d'importantes révisions négatives, mais surtout la directrice du BLS, le Bureau of Labor Statistics, avait été licenciée parce que les chiffres n'avaient pas été satisfaisants. Ils ne sont pas cette fois-ci non plus, je suppose que c'est la conclusion à tirer. Je continue de penser que ces chiffres sont crédibles, on sait qu'ils sont très volatiles et qu'ils sont associés à une grande incertitude. On sait aussi que le BLS manque de fonds, ce qui réduit littéralement la quantité de données qu'il collecte. On sait aussi que vous, moi et tout le monde ne répondons plus à nos appels téléphoniques, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Il y a donc un certain nombre de facteurs qui rendent les données un peu moins fiables. Mais je ne pense pas qu'il y ait de billets à proprement parler. Nous restons vigilants au cas où ça se produirait, mais je pense que ça ne fait pas partie du débat cette fois-ci. Nous pouvons maintenant envisager plusieurs options. La situation était certainement faible à d'autres égards. Il s'agit d'une tendance à plus long terme, mais nous avons récemment réalisé une analyse intéressante en ventilant les embauches aux États-Unis entre les secteurs cycliques et non cycliques. Nous avons procédé de manière tout à fait mathématique. On sait que le gouvernement est plutôt non cyclique. Vous pouvez bien imaginer les secteurs qu'ils sont. Alors, nous avons examiné les données et constaté qu'elles étaient étonnamment stables. Pour ce qui est des industries du secteur privé,
privé non cyclique, il s'agit de données d'une année sur l'autre, on constate qu'il n'y a pas eu d'embauche nette dans ces secteurs cycliques au cours de l'année dernière. En fait, depuis environ 1 an et demi, la situation est restée pratiquement stable. Les embauches sont venues du secteur non cyclique. C'est normal, les données ce mois-ci ont montré un nombre important d'embauches dans le secteur des soins de santé, par exemple, et ce sont là d'excellents emplois, mais cela ne nous renseigne pas nécessairement sur ce qui se passe dans l'économie. Ce sont des éléments secondaires. Cela suggère qu'il existe une certaine prudence dans le secteur privé. Certains secteurs privés ne sont pas aussi cycliques, mais néanmoins, dans les secteurs cycliques traditionnels, on se comporte de manière assez prudente. Cela dit, ce n'est pas nouveau. Bien sûr, le taux d'embauche a ralenti, mais en réalité, au cours de la dernière année environ, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il ne s'agit pas d'une tendance nouvelle, mais c'est une tendance à la baisse en tout cas. Cela montre que les chiffres de l'emploi sont encore plus fragiles. Si on veut avoir une perspective plus juste, on doit cependant tenir compte du fait que la croissance démographique est actuellement faible aux États-Unis. L'immigration s'est vraiment tarie. Cela s'est en partie produit il y a 1 an lorsque l'immigration clandestine a commencé à ralentir, si je me souviens bien, dès la fin de l'année 2023. Mais bien sûr, ce phénomène s'est accéléré, l'immigration est encore moins importante et l'immigration clandestine encore moins. Le taux d'embauche normal est donc plus faible. Nous vous avons donné des chiffres différents chaque mois, mais selon les derniers chiffres dont je dispose, environ 50 000 emplois par mois seraient normaux à l'heure actuelle, alors que, comme je l'ai mentionné, environ 150 000 emplois par mois étaient normaux il y a quelques années. Finalement, 22 000 emplois, ce n'est pas un manque si important, mais cela reste tout de même un manque, et si l'on regarde la tendance, les manques semblent s'accumuler. Bon, on pourrait s'y prendre autrement et au lieu de faire le décompte de la population, se contenter de regarder le taux de chômage. Le taux de chômage a augmenté. Rien d'alarmant, mais il est passé de 4,2 à 4,3 %, certainement plus élevé que les 3 % d'il y a quelques années. Là aussi, la tendance est à la hausse. C'est le plus élevé depuis 2021. Donc, dans l'ensemble, c'était un rapport mitigé. Je pense que si l'on ajoute à cela le discours du président de la Fed, M. Powell, à Jackson Hole, cela plaide assez fortement en faveur d'une baisse des taux de la Fed. J'ai ignoré le Canada pour l'instant, nous y reviendrons, j'en suis sûr, dans un instant. Oui, j'aimerais juste ajouter 2 ou 3 choses. On parle de ces questions concernant les données et leur fiabilité qui ont conduit à ce licenciement. Si on étend cela sur plusieurs mois, au lieu de se concentrer uniquement sur celui-ci, nous en avons beaucoup parlé au fil des années dans nos émissions, sur les rapports de l'emploi du vendredi. Le chiffre comme tel est important, bien sûr, il faut en tenir compte. Quand on le publie, comme vendredi dernier, il faut tenir compte des révisions. Mais ne faut-il pas aussi prendre du recul et examiner la situation à plus long terme? Et quoi qu'il arrive, on voit très clairement une tendance à la baisse de ces chiffres. À temps perdu, on peut se pencher sur la question et voir ce qui se cache derrière ces chiffres. Y a-t-il d'autres raisons qui expliquent ces tendances? Comme vous l'avez mentionné, il y a la baisse de l'immigration aux États-Unis. Au Canada, il faut aussi tenir compte de la réduction de l'immigration lorsqu'on examine les chiffres canadiens. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont on analyse la situation, le marché de l'emploi n'est pas aussi robuste qu'il y a 1 an ou 2 ans. Et cela a des implications, bien sûr, sur les décisions de la Banque centrale. Les médias ont beaucoup devisé de la nécessité ou non pour la Fed d'agir. Il semble de plus en plus probable, comme vous l'avez dit, qu'elle finira enfin par réduire ses taux compte tenu de la faiblesse persistante des chiffres. La question est maintenant de savoir si les chiffres sont suffisamment faibles pour justifier une réduction de plus d'un quart de point, d'un demi-point par exemple, au moins, lors de leur réunion dans quelques semaines. Oui, c'est exact. Le débat porte désormais sur l'ampleur de la baisse et non plus sur la question de savoir si elle aura lieu. Au risque d'être ennuyeux, il semble qu'une baisse en demi-teinte de 25 points de base soit toujours considérée comme la plus probable. Je vérifiais les chiffres du marché juste avant cela. Le marché estime actuellement environ 10 ou 15 % la probabilité d'une baisse de 50 points de base. Attendons de voir ce que nous réservent les prochains chiffres de l'inflation qui pourraient bien changer la donne, mais il est très clair que le marché du travail est en train de se refroidir. À Jackson Hole, la Fed a indiqué qu'elle considérait l'inflation due aux droits de douane comme temporaire.
Je vais éviter le mot transitoire, il a une connotation un peu négative ces jours-ci, mais la Fed a déclaré à juste titre, avant la publication des chiffres de l'emploi, qu'elle estimait qu'il existait un risque de ralentissement de l'emploi, et c'est ce qui s'est produit. C'est pourquoi le marché est convaincu qu'une baisse des taux est imminente. Gardez à l'esprit que la Maison-Blanche tente d'exercer son influence sur la Fed et ses membres. 2 membres sont déjà liés à la Maison-Blanche et ce nombre risque d'augmenter. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Le président de la Fed, Jerome Powell, est toujours en poste, ce qui pourrait constituer un frein à une baisse de 50 points de base. Je pense cependant que le marché a déjà intégré avec beaucoup de confiance la baisse du 17 septembre, ainsi que des baisses en octobre et en décembre. En fait, près de 6 baisses de taux au cours de l'année prochaine. Il n'hésite donc pas à anticiper des baisses de taux. Cela s'explique par le fait que l'économie pourrait connaître un certain ralentissement et en parallèle un vent politique qui encourage un peu plus d'assouplissement. Je comprends ces 2 forces à l'œuvre actuellement. Oui, ces dernières semaines, j'ai discuté avec plusieurs conseillers et investisseurs et nous avons évoqué le mois de septembre dernier, lorsque la Fed a baissé ses taux pour la première fois dans ce cycle de baisse des taux, réduisant le taux des fonds fédéraux de 50 points de base, soit 0,5%. En septembre dernier, les taux à long terme ont augmenté. Les bons du Trésor américain à 10 ans ont bondi. Mais cette fois-ci, est-ce judicieux de baisser les taux? Si on les baisse trop tôt, cela va-t-il créer de l'inflation à plus long terme et voir les taux à long terme augmenter? Cette fois-ci, le discours de Jackson Hole a eu lieu. Le message est qu'il y a peut-être une marge pour baisser les taux maintenant. Il est presque certain maintenant que nous assisterons à une baisse des taux. Et ces taux à long terme sont restés assez stables, ce qui est un autre signe que l'économie est peut-être un peu plus faible que nous le souhaiterions. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Il se passe beaucoup de choses à l'extrémité longue de la courbe. Nous discussions juste avant l'émission du fait que les rendements à 10 ans sont en baisse. Et bien sûr, cela témoigne d'une certaine inquiétude économique. Nous constatons une certaine faiblesse, une légère tendance à l'aversion au risque. Si l'on se place plus loin sur la courbe, à 30 ans, on constate là aussi une certaine baisse récente, mais néanmoins une courbe de rendement beaucoup plus pentue que celle à laquelle nous sommes habitués. Et les rendements à 30 ans, malgré leur baisse récente, ont relativement bien résisté à la tendance baissière à laquelle on aurait pu s'attendre, compte tenu des baisses de taux déjà importantes et d'une certaine anticipation des taux futurs. C'est intéressant de noter que cela ne reflète pas non plus les craintes inflationnistes, comme on le voit souvent dans les rendements à long terme. Ce n'est pas là la raison principale. La raison principale est tout simplement l'autre élément, à savoir une prime de terme plus importante, une prime de risque plus importante. La confiance dans la situation budgétaire des pays semble moindre. Au moment où nous enregistrons cette émission, je pense que le vote du premier ministre français vient d'échouer. Il va donc y avoir un changement à ce niveau. Lui proposait une mesure d'austérité que le public ne souhaite pas, mais qui est pourtant nécessaire. Le Royaume-Uni est également confronté à ce problème. Le premier ministre japonais vient de démissionner hier, en partie à cause de certaines mesures douloureuses qui ont été prises dans le pays. Malheureusement, une austérité budgétaire importante est nécessaire pour un grand nombre de pays. Ces pays ne l'acceptent pas totalement, ou leurs électeurs, ou leur parlement ne le permettent pas. Je pense donc que l'environnement restera caractérisé par une courbe des taux assez pentue, et ces rendements à long terme, même s'ils fluctuent, pourraient encore résister à la tendance baissière que l'on observe normalement lorsque la Fed procède à 3 baisses consécutives des taux, ce qui semble être le cas en ce moment. Oui, il y a une semaine et demie, Stu Kedwell nous a parlé des actions qui bénéficient d'une courbe des taux plus pentue. Il a abordé ce sujet car cela correspond assez bien à la direction que nous prenons en ce moment. Nous sommes donc confrontés à une instabilité politique généralisée. Revenons au bon vieux Canada, solide et calme. Comment se présente notre rapport sur l'emploi? Quelles sont vos perspectives pour l'économie canadienne? Malheureusement, la situation n'est ni solide ni calme. 65 000 emplois ont plutôt été perdus. Ce n'est pas une mince affaire, la baisse est assez forte. Le mois précédent, 41 000 emplois avaient été supprimés. Cela fait donc un peu plus de 100 000 emplois perdus au cours des 2 derniers mois. Vous et moi savons tous deux que les chiffres de l'emploi au Canada sont assez instables. On souhaiterait que les choses se stabilisent un peu. Le mois d'avant cela avait été très positif, mais en prenant la moyenne mobile sur 3 mois, il est assez clair que nous sommes au moins légèrement en territoire négatif. Il y a ici de véritables pertes d'emplois. Sans chercher à se réjouir,
si vous voulez tempérer votre inquiétude, vous pouvez noter à juste titre que ce mois-ci au moins, il s'agissait principalement de pertes d'emplois à temps partiel et d'emplois indépendants, généralement des emplois de moindre qualité, de sorte que l'impact net sur l'économie ou la richesse au Canada n'a peut-être pas été aussi important que le suggèrent les 65 000 emplois perdus. Il n'en reste pas moins qu'il y a ici une tendance à la baisse, c'est certain. Vous avez mentionné tout à l'heure que bien sûr le Canada ne connaît pas non plus de croissance démographique à l'heure actuelle en raison d'un changement de cap de ce côté. Ce n'est pas une situation permanente car l'objectif est en fait un nombre non négligeable de résidents permanents qui arrivent, mais comme la cohorte précédente de résidents temporaires va partir, il y a un vide qui se crée où la croissance démographique est nulle. La normale pourrait être un chiffre stable. Nous sommes donc un peu en dessous de cela, mais pas de manière exagérée. Et puis, comme aux États-Unis finalement, c'est peut-être le taux de chômage qu'il faut regarder. Il nous donne une idée de l'existence ou non d'un ralentissement et de son aggravation, de son amélioration, ou de mieux lire les fluctuations démographiques par rapport aux fluctuations de l'emploi. Et malheureusement, comme aux États-Unis, le chômage est en hausse, il a atteint 7,1%, c'est le taux le plus élevé depuis 2021. Je ne veux pas dire qu'il s'agisse d'une hausse constante, car nous avons connu quelques mois de baisse pendant l'été, mais il s'agit néanmoins d'une hausse assez visible, et même si le taux de chômage normal au Canada est probablement supérieur de quelques points de pourcentage à celui des États-Unis, je crains de devoir dire qu'il est désormais supérieur d'un bon point de pourcentage à ce que nous pourrions considérer comme normal. Ce n'est pas non plus une situation nouvelle. Nous savons que le Canada connaît un ralentissement depuis un certain temps, mais celui-ci s'accentue. Pour dire vrai, c'est assez décevant. Avec la réalité des droits de douane, l'un des facteurs les plus importants récemment, qui ont en fait touché le Canada un peu moins durement, ou du moins que leur impact théorique a été un peu moindre. Rappelez-vous que tous les produits conformes à l'ACEUM sont exemptés. Nous sommes maintenant dans une situation où environ 90% des produits vendus par le Canada aux États-Unis sont exemptés. On pourrait donc penser que le coût ne serait pas si dur, mais la réalité est que nous assistons à des pertes d'emplois. Nous pensions au début que la peur était de mesurer, que la réalité n'était pas si grave et que peut-être y aurait-il un rebond plus tard dans l'été, et nous ne voyons vraiment pas ce rebond. Je parle moins des chiffres du PIB que vous ne le souhaiteriez peut-être. Ils sont au fond la référence ultime pour évaluer la situation. Mais le problème est qu'ils sont publiés très tardivement et qu'ils sont ensuite révisés, ce qui ne permet pas vraiment de prendre le pouls de l'économie en temps réel. Néanmoins, rétrospectivement, ce n'est pas un mauvais mécanisme de cadrage, et malheureusement, le PIB canadien du deuxième trimestre s'est révélé négatif avec une baisse de 1,6% en rythme annualisé. Ce n'est pas un choc énorme, mais c'est un peu pire que ce que nous avions tous pensé. Et puis le troisième trimestre reste une inconnue. Nous n'aurons pas fini le trimestre avant la fin du mois, alors ne nous emballons pas. Mais compte tenu du résultat assez médiocre du deuxième trimestre et du fait que nous disposons d'une estimation rapide pour juillet, qui est le premier des 3 mois qui composent le trimestre, il faudrait un rebond assez important en août et en septembre. Or, nous venons d'assister à des pertes d'emploi en août, ce qui ne laisse pas présager un tel rebond. Il faudrait donc un rebond assez important pour que le troisième trimestre ne soit pas également négatif. Certaines personnes aiment parler de récession lorsque 2 trimestres consécutifs sont négatifs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la situation est un peu plus nuancée, mais il est certain que l'économie connaît une réelle faiblesse. Oui, j'allais justement intervenir pour parler des gens qui cherchent du travail. Je le mentionne à l'occasion. J'ai 2 filles âgées de 21 et 18 ans et le marché de l'emploi n'est certainement plus ce qu'il était il y a 2 ou 3 ans pour un emploi d'été et ce que vivent leurs amis. Alors, pour les personnes qui ont perdu leur emploi et qui en cherchent un autre, j'ai croisé certaines de ces personnes au cours de mes déplacements. Le marché de l'emploi n'est pas facile en ce moment et cela se reflète dans ces chiffres. Alors, voilà pour l'anecdote qui vient s'ajouter à ces chiffres. Et c'est là que l'économiste en déduit que ça ne tourne pas tout à fait rond. Et cela malgré nos taux d'intérêt. Nous parlons de la Fed qui réduit ses taux et qui pourrait peut-être les réduire de manière significative. Nous sommes pourtant déjà bien en dessous des États-Unis en termes de taux bancaires ici au Canada. Et sur toute la courbe des taux, bien que celle-ci soit plus pentue, nos taux à long terme sont nettement inférieurs à ceux des États-Unis. Alors, que faudrait-il pour relancer l'économie canadienne?
Ouais, je ne sais pas si j'ai une réponse à cette dernière question, mais je dirais que les décideurs politiques font un travail raisonnablement crédible au Canada. La Banque du Canada avait déjà pris les devants en matière de réduction des taux. Cela semble approprié compte tenu des dommages que nous avons constatés. Il semble que d'autres mesures soient à venir. Les marchés ont intégré une prochaine réduction. Cela pourrait aussi avoir lieu le 17 septembre. Rare que les dates coïncident pour la Fed et la Banque du Canada, mais préparez-vous à une journée importante. Il semble donc qu'il y aura d'autres mesures d'assouplissement, mais on ne peut pas dire que la Banque du Canada n'ait pas déjà fait d'efforts. De même, sur le plan budgétaire, le nouveau gouvernement propose des dépenses importantes, à procéder à quelques réductions d'impôts, à des investissements dans les infrastructures. Nous verrons à quelle vitesse cet argent sera dépensé, mais nous, comme la plupart des gens, prévoyons également une impulsion budgétaire positive. Il y a de l'aide, mais elle n'est peut-être pas encore suffisante. Nous partons du principe que le Canada va connaître encore 2 trimestres difficiles, puis qu'il pourrait y avoir une accélération provisoire en 2026. C'est ce que nous souhaitons. Je dois avouer qu'au cours des 4 ou 5 derniers mois, nous avons été plutôt déçus par les données publiées. Il a été un peu difficile, je dois dire, de les concilier avec les vrais obstacles, les grains de sable dans les rouages que les droits de douane ont causés, car ils n'ont pas été aussi importants que nous le pensions. Cela témoigne peut-être de la grande incertitude. C'est elle qui en soi cause des dommages et qui pousse tout le monde à rester les bras croisés. C'est crédible quand on y réfléchit. C'est tout à fait vrai. C'est l'incertitude elle-même et non la politique qui pose le problème. Je crois même que c'est vous qui l'avez dit dans l'une des premières émissions de cette année, lorsque nous avons parlé des droits de douane. Vous disiez, donnez-nous donc les mauvaises nouvelles et tenez-vous-en à cela. Ensuite, le problème sera résolu et nous saurons à quoi nous en tenir. Je sais que vous discutez avec des chefs d'entreprise, et je le fais moi aussi, mais quand on leur parle, eux ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est peut-être un peu plus clair et comme vous le dites, nous pouvons être optimistes et penser que la situation sera bien meilleure que dans le pire des cas, mais cela reste en arrière-plan et il faut quand même essayer de trouver une solution d'un point de vue commercial. Les grandes entreprises ont différents moyens de s'en sortir peut-être, mais les petites entreprises, qui sont les principaux employeurs du pays, ont plus de difficultés. C'est tout à fait vrai. À l'heure actuelle, nous avons peut-être une idée de la situation. Dans le cas du Canada, l'accord commercial ACEUM va-t-il survivre ou non? Je pense qu'il faut partir du principe qu'il va survivre. S'ils avaient voulu le supprimer, ils l'auraient fait il y a des mois en théorie, mais quelles concessions sont exigées pour le maintenir et quelles exemptions sont mises en place, le cas échéant? Il y a donc encore beaucoup d'incertitudes, malheureusement, et je pense que c'est là que réside le problème. Dans quelle mesure la Banque du Canada peut-elle encore baisser ses taux, étant donné qu'ils sont déjà nettement inférieurs à ceux des États-Unis? Oui, c'est intéressant. Ce n'est pas que nous soyons très éloignés du consensus, mais nous pensons que les baisses pourraient être un peu plus importantes que ce que le marché prévoit. En fait, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le marché, avec le taux au jour le jour de 2,75%, n'entrevoit même pas 2 baisses de taux pour l'année prochaine. Il me semble que si l'économie est en récession, que l'inflation n'est pas trop éloignée de l'objectif et que les droits de douane ne devraient pas être trop inflationnistes, d'autant plus que les droits de douane de rétorsion du Canada ont été supprimés, ce qui aurait été le moyen le plus sûr de la faire augmenter, et que l'on ne sait pas très bien quel est le taux de neutre au Canada, mais disons 2,75%. Mais même une baisse à un peu plus de 2% ne constitue donc pas vraiment une accélération considérable. Historiquement, on aurait pu craindre que le marché immobilier passe à la vitesse supérieure, mais il est plutôt morose en ce moment. Les prix des maisons sont en baisse et le marché des copropriétés est très faible. Il me semble donc qu'on peut en faire davantage. Autrefois, au premier signe de difficulté, les taux plongeaient à 0% ou à 0,5%. Nous avons tiré certaines leçons de cette expérience, de sorte que nous ne verrons plus de telles mesures extrêmes. Je ne peux pas dire que c'est notre prévision de base, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas descendre dans les 1% si nécessaire. Cela me semble acceptable. En tout cas, il me semble qu'on pourrait procéder à une baisse un peu plus importante si nécessaire. Oui, l'économie canadienne a fonctionné à un rythme plus lent que celle des États-Unis pendant très longtemps, et généralement, lorsque cela se produit, comme vous le dites, on constate généralement que l'économie rattrape son retard à un moment donné. Or, cela ne s'est pas produit même avec des taux beaucoup plus bas. Oui, c'est tout à fait vrai. Cela fait 40 ans que cela dure. Il y a aussi une tendance à plus court terme sur 2 ans et une autre encore plus courte sur 6 mois.
et elles vont toutes dans le même sens, à savoir que l'économie canadienne n'a pas bougé. Nous espérons bien sûr que la productivité, qui, comme vous vous en souvenez, était en baisse depuis un certain temps, pourra recommencer à augmenter. Nous avons vu un peu de cela, et une partie de cela est simplement mécanique. La population diminue, la productivité augmente, mais en réalité, de manière assez décevante, les chiffres du deuxième trimestre ont été publiés et la productivité a baissé. Bien sûr, l'économie est en déclin, je suppose que peu de choses indiquent le contraire, mais je crains qu'il faille encore attendre ce tournant important, car c'est la mesure ultime du bien-être. Oui, je pense que beaucoup de gens pourraient se dire que le marché boursier canadien est déjà à un niveau record. Il est tourné vers l'avenir et d'une certaine manière, il projette l'évolution future. Mais la nature du marché boursier canadien est ainsi faite. Il y a beaucoup de sociétés de services financiers qui aiment les courbes de rendement abruptes et les taux bas à court terme, et beaucoup de sociétés minières qui aiment les prix records de l'or, de l'argent, du platine et de tous ces métaux qui sont en plein essor. Le prix du pétrole n'est pas génial, mais l'industrie énergétique canadienne est efficace. Elle avait réduit ses coûts au fil des ans et elle arrive encore à gagner de l'argent à ces niveaux. On ne peut donc pas vraiment considérer le marché boursier canadien comme un signe que les choses vont s'améliorer. Quand je regarde le S&P 500, je constate qu'il se situe à un niveau élevé. Cela indique probablement que les taux seront probablement plus bas dans un an, que les bénéfices seront probablement plus élevés, que la croissance économique sera assez solide, mais on ne peut pas faire le même rapprochement au Canada. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est un marché intéressant en termes de distorsion et de déséquilibre, même si je dois dire, sans vouloir minimiser votre dernière remarque, que le marché américain est également devenu très intéressant. Ces grandes entreprises technologiques occupent une part tellement importante que soudain, il ne s'agit plus seulement de l'économie. Il faut avoir une vision purement technologique, tout comme au Canada. Il a toujours fallu avoir une vision pétrolière, aurifère et bancaire. Quant à savoir si c'est idéal ou non, je pense que la question reste ouverte. Je suis triste de dire que cela rend mon travail un peu moins important dans la mesure où les marchés peuvent s'écarter de beaucoup de l'économie ces jours-ci pendant de longues périodes. Éric, terminons sur l'inflation, car nous allons connaître cette semaine l'IPC et l'IPP aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production. Mais nous avons eu quelques chiffres sur l'inflation depuis notre dernière conversation. Alors, avez-vous une meilleure idée de la direction que prend l'inflation? Est-elle toujours ancrée là où on aimerait la voir s'ancrer, justement? La réponse est probablement non, mais il est toujours ainsi. Même avant l'instauration des droits de douane, nous n'avons pas tout à fait atteint les 2% que nous voulions. Il y a donc un problème un peu délicat, voire traumatisant, pourrait-on dire, lié à la flambée de l'inflation après la pandémie. Il est clair que les droits de douane ont un certain impact. Cela concerne principalement les États-Unis. Les autres pays ne constatent pas et ne devrait pas s'attendre à constater une inflation supplémentaire trop importante compte tenu de l'évolution des devises et de l'absence de représailles. Mais pour les États-Unis, nous le constatons clairement si l'on examine l'inflation des biens de base. Elle est plus élevée qu'avant. Nous pouvons voir les produits particuliers, les jouets, les jeux, les appareils électroménagers, d'autres, constater qu'ils évoluent nettement plus vite, ce qui est cohérent, et les produits chinois qui entrent aux États-Unis à un taux de droits de douane assez élevé. On le voit donc, et je dirais que dans l'ensemble, le consensus pour cette semaine est une inflation légèrement supérieure à la normale. Encore une fois, 0,3%, le chiffre pour le mois, ce qui est donc un peu plus élevé, mais je dois dire que l'inflation a bénéficié d'un coup de pouce. Ainsi, dans le contexte américain, la baisse du prix du pétrole a été utile. Le marché immobilier est morose. N'oubliez pas les retards qui y sont associés. Ça signifie que même s'il n'est pas aussi morose qu'il y a un an ou deux, cela continue de se répercuter sur les retards et les gens réajustent les taux hypothécaires, les loyers et autres. Cela contribue à vraiment maintenir l'inflation à un niveau bas, même si nous constatons une accélération de certaines composantes des biens. L'autre facteur qui tempère un peu l'inflation, que les fabricants étrangers absorbent en fait une partie de la hausse des prix. Nous avons constaté une baisse des prix à l'importation, ce qui signifie que les entreprises étrangères en font les frais. Et puis ici et là, on entend dire que les entreprises américaines en absorbent aussi une partie. Ce n'est vraiment pas beaucoup dans l'ensemble,
Mais il semble que les constructeurs automobiles, au moins, subissent des pertes de plusieurs milliards de dollars et maintiennent leur prix. Tout n'est donc pas répercuté sur le consommateur. Nous continuons à penser que l'inflation sera un peu plus élevée au cours des 6 à 9 prochains mois. Nous prévoyons toujours des chiffres globaux autour de 3,5%. Notez que les prévisions pour la fin de la semaine sont déjà de 2,9, soit une hausse par rapport à 2,7. Nous nous dirigeons donc dans cette direction, mais il faut garder à l'esprit que cela n'a rien à voir avec les chiffres de la pandémie. L'inflation était alors de 9%. Elle pourrait être de 3,5% cette fois-ci, et nous avons un peu de chance car certains facteurs nous aident à éviter que l'inflation ne devienne trop élevée. Cela a toujours été vrai, mais il s'agit d'un choc ponctuel sur le niveau des prix. En théorie, les banques centrales sont censées être en mesure non pas de l'ignorer complètement, mais de le minimiser dans une certaine mesure. Et bien sûr, la nervosité vient du fait que les attentes des ménages pourraient changer et que cela pourrait devenir une prophétie qui s'auto-réalise. On ne le sait pas encore, mais en théorie, cela ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi les banques centrales sont en mesure de réduire leur taux malgré l'inflation supplémentaire. Et comme vous le dites, tous ces éléments que vous décrivez comme une chance font partie de la stratégie de Trump, de la stratégie de son équipe économique, qui consiste à faire baisser les prix du pétrole, à réduire les coûts du logement, ce qui va compenser en quelque sorte des droits de douane. C'est la seule façon de revenir à une inflation normale. Mais vous pouvez voir que même avec tout cela, le terme de vent arrière n'est peut-être pas très approprié, mais même si tous ces éléments se mettent en place, l'inflation ne revient toujours pas vraiment au niveau que l'on souhaite. Il est clair que cette politique ne nous permettra pas de revenir à une inflation de 2%, de sitôt en tout cas. Exactement. La grande inconnue réside dans l'ampleur des dommages économiques subis par les États-Unis, qui peuvent exercer leur propre force déflationniste. Mais oui, je dois avouer que nous ne prévoyons pas un retour immédiat à un taux d'inflation de 2% dans nos prévisions. En réalité, depuis la pandémie, ou du moins depuis la reprise post-pandémique, qui a été si fulgurante, nous sommes d'avis que nous allons rater l'objectif d'inflation de 2% par le haut plutôt que par le bas. Nous allons probablement connaître une inflation légèrement supérieure. C'est ce que nous avons constaté jusqu'à présent. Excellent. Eh bien, Éric, excellente mise à jour. Je suis désolé de l'avoir retardé. Je sais que vous étiez impatient d'en parler vendredi matin dernier. Alors, encore une fois, c'est ma faute, chers auditeurs, et non celle d'Éric, car il travaille, lui, sans relâche. Mais un excellent aperçu. Je pense que la seule chose que je dirais, alors que nous commençons à aller de l'avant, c'est que nous allons peut-être consacrer un peu plus de temps au Canada que nous ne l'avons fait ces derniers mois, car cela semble mériter notre attention. Évidemment, c'est là où nous vivons, mais ça mérite aussi notre attention compte tenu de la faiblesse actuelle de l'économie. Essayons de trouver comment nous sortir de cette situation. Quoi qu'il en soit, merci Éric et nous vous reverrons dans quelques semaines. Avec plaisir. Merci. Au revoir à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.